Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et toujours avec nos 4 compères, enfin pas tout à fait compères, puisqu'on va commencer d'abord par la splendide, par la somptueuse, par l'extraordinaire, l'égérie d'Africa numéro 1. On a nommé, vous l'avez reconnu, Anastasie Tudièche. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous allez bien? Ça va très bien. Bon. Ça va bien, vos affaires vont bien. Bon, si je peux parler. En face d'elle, on retrouve le jeune et sémillant jeune homme, le séduisant Nadir Djennad, qui nous est envoyé par Beurre FM. Voilà. Et bonjour, puis, ça va bien, bonjour. Ça va, et puis le soleil aveuglant d'intelligence, la clarté lumineuse, le dieu du quartier latin est d'un peu plus loin, dont l'intellectuel est formidable. J'ai nommé Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Ça vous va comme ça, Dominique? C'est un peu modeste, mais bon. Ce sera mieux la semaine prochaine. Enfin, celui dont la plume acérée est trempée généralement dans le vinaigre et qui travaille au Figaro, eh bien, c'est notre ami Éric Zemmour. Bonjour. Voilà, j'ai fait les présentations. Je n'oublie pas de vous donner l'adresse où vous pouvez nous écrire. C'est hebdofranço@rfo.fr. Ça doit s'afficher à l'écran. Voilà, hebdofranço@rfo.fr. On accepte les critiques, très bien, et les compliments, et on essaie toujours d'y répondre. Au sommaire de cette édition, nous évoquerons évidemment le discours de Barack Obama à l'université du Caire, mais également le 20e anniversaire de la répression contre les étudiants de Tiananmen à Pékin. Pardon. Nous évoquerons aussi le match entre le ministre Éric Besson et la CIMAD, l'association qui agit dans les camps de rétention. Et enfin, si le temps nous le permet, nous évoquerons la diversité à la télévision. Mais d'abord, Barack Obama, on attendait beaucoup. Et depuis plusieurs semaines, ce discours fortement annoncé à l'université du Caire, il a eu lieu là en milieu de semaine. J'ai envie de dire très rapidement, Dominique Volton, satisfait ou remboursé? Ah non, c'est plus important, c'est plus grave que ça. C'est un tournant absolument incroyable de la position américaine sur le Proche-Orient. C'est-à-dire qu'en fait, la position américaine retrouve ce que tout le monde sait depuis 30 ans et qu'il faudra arriver à faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 États qui garantissent la paix entre eux, et la sécurité des deux, et que les Israéliens doivent évidemment arrêter les implantations et probablement démonter un certain nombre de telle sorte qu'il y ait un État possible souverain palestinien, d'une part. D'autre part, quant aux Palestiniens, ils doivent évidemment arrêter la violence et le terrorisme et reconnaître l'État d'Israël. Donc c'est une feuille de route, si je puis dire, que tout le monde attend depuis 40 ans, depuis même les accords de 47, puisqu'en définitive, ça prévoyait déjà 2 États. Les guerres ont été ce qu'elles sont, les violences, les coups ratés, les assassinats, ce qui est Yitzhak Rabin. Voilà, on est au pied du mur. Là, je trouve que c'est fondamentalement, c'était pas un coup de com' de dire, oh, il va faire un grand discours. C'est ça qui est étonnant pour l'instant dans ce président américain, et c'est ce qui, une fois de plus, rend hommage à la politique. Parce que la politique est toujours capable de rebattre les cartes, ce que je dis souvent ici, mais c'est vrai. Parce que si c'est même peut-être son seul but, finalement. Bien sûr, mais attendez, c'est comme la seule utopie que nous ayons, nous, maintenant, dans des sociétés où on n'est pas dans des théocraties, Dieu merci, c'est pas Dieu qui fait la politique, c'est les hommes. Donc bon. Donc, si vous voulez, vous avez vu comme il est malin. Dieu ne fait pas la politique, c'est la théocratie, Dieu merci. Oui, j'ai pas pensé. 1-0, j'ai même pas pensé. Mais non, donc dans les positions laïques comme sont les nôtres, on ne pense pas que ce soit Dieu qui inspire la politique. Mais c'est quand même fondamental de dire ça, de le dire en terre arabe, de le dire en mêlant le problématique arabo-musulmane, et de dire très clairement les choses, très nettement. Donc si vous voulez, ce président, il est quand même assez étonnant à la fois dans les mots et dans les actes. C'est vrai sur Guantanamo, c'est vrai sur le conflit israélo-palestinien. Et si je puis dire, si pour une fois l'intelligence l'emporte, eh bien c'est la paix pour ces 2 peuples, ce qui est évidemment à souhaiter. C'est d'ailleurs un passage difficile où il faudra que les Israéliens, qui sont actuellement gouvernés par une coalition très à droite, acceptent, mais c'est souvent comme ça dans l'histoire politique. Mais là, si je puis dire, il faut pas... C'est souvent les gouvernements de droite en Israël, l'histoire l'a prouvé. Il faut surtout pas. Il y a eu Oslo, il y a eu Camp David, il y a eu plusieurs occasions ratées. Si vous voulez, plus des assassinats au passage. Moi, j'ai envie de dire, si jamais un homme jeune qui arrive... Une nouvelle occasion se présente. Voilà, en plus lui-même a revendiqué ses racines et son prénom. C'est quand même formidable quand il a dit ça. Moi, si vous voulez, je suis ému de ça, parce que le monde arabo-musulman, c'est une des grandes civilisations. Je l'ai dit plusieurs fois ici, et on est des centaines à le dire. On la maltraite depuis la fin son identité, depuis la fin du 19e. Donc le jour où la civilisation arabo-musulmane sera rétablie dans sa grandeur, sur le bassin méditerranéen, l'Afrique, jusqu'à l'Asie centrale, on aura des conditions de paix, et ça touchera jusqu'au conflit entre l'Inde et le Pakistan. On aura là, si vous voulez, pour la première fois peut-être, une des grandes conditions de la paix. Voilà. Anastasie, qu'est-ce que ça peut... Il y a le discours, mais qu'est-ce que ça peut changer dans la politique américaine concrètement? Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui peut changer dans les semaines et les mois qui viennent? Alors vous dites le discours, du point de vue des Américains. On ne peut pas le balayer comme ça. Vraiment, je rejoins ce que disait Dominique Volton. Le discours est quand même un préambule à ce qui va se passer. C'est quand même la première fois qu'un président américain commence son discours en saluant en langue arabe. Salam alaikum. Ça a été très symbolique. Symboliquement, mais en politique étrangère, les mots valent leur pesant d'or et ont une vraie importance, un vrai poids. Et on a tendance à séparer les mots des actes, mais
mais l'un et l'autre fonctionnent vraiment ensemble en termes de politique étrangère. Après, quelques scénarios se dessinent. Est-ce qu'il va falloir changer? Est-ce qu'il va y avoir un véritable changement d'alliance avec Israël? Un changement, par exemple, dans les rapports de intelligence service, c'est le scénario le moins probable. Ce qui est le plus probable et qui correspondrait à la ligne directrice de Barack Obama depuis son élection, ce serait qu'il réussisse à convaincre Israël, de former une coalition avec ses voisins arabes, histoire d'isoler l'Iran, aussi bien les États-Unis que... Ce que vous voyez derrière, c'est l'isolement de l'Iran. Absolument. En deuxième rideau, puisque si l'idée de Barack Obama, dès le départ, c'est d'isoler les extrémismes, d'isoler le donc terrorisme. isoler Al-Qaïda et toutes ces organisations satellitaires, satellites, et isoler l'Iran, dites-vous. Nadir Djenad, c'est aussi votre point de vue? Vous croyez que c'est à double détente, si j'ose dire? Oui, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il faut rappeler que Barack Obama a tenu sa promesse. Durant la campagne électorale, il avait promis, durant les 100 premiers jours de la présidence, qu'il tiendrait un discours devant un forum dans un grand pays musulman. Il l'a fait. Il était resté vague là-dessus. Il avait dit qu'il le ferait, mais il était resté vague. Oui, le discours est très net, par contre. Il a tenu sa promesse. net. Il a tenu sa promesse, c'est ce que je constate. Deuxièmement, le choix du Caire n'est pas un hasard. Effectivement, l'Égypte est un des rares alliés américains dans la région. C'est l'un des premiers pays à avoir signé un accord de paix avec Israël. Barack Obama va plus loin également, en choisissant l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui était la première étape de son voyage. Son allié traditionnel. Voilà, exactement. Il privilégie, là je suis d'accord, un front, une espèce de front anti-iranien, celui des États arabes qui ont peur de l'influence, de la croissance en fait de l'influence iranienne dans la région. Sur le fond du discours, je dirais tout d'abord que Barack Obama a voulu mettre en fait un terme à l'incompréhension entre les États-Unis et l'islam né des attentats du 11 septembre 2001. Et bon, il a eu des mots très forts, symboliques. C'est vrai qu'au Proche-Orient, c'est tout à fait symbolique. Maintenant, c'est vrai que sur le contenu du discours, il n'a pas annoncé d'annonce concrète pour régler les conflits de la région, notamment le conflit israélo-palestinien. Mais je pense quand même que c'est un discours qui marque une première étape, une ébauche de restauration de la confiance entre les États-Unis et le monde arabo-musulman. Barack Obama, de par son origine, de par son aura, de par son histoire, est très certainement le président américain qui détient le plus de crédibilité, je pense. Personnel, quoi. Voilà, personnel pour renouer le fil des négociations au Proche-Orient. Maintenant, encore faut-il que les autres protagonistes du conflit soient prêts aussi à négocier. Pas Dieu, pour reprendre l'expression de... On a des moyens pour de pression sur... Éric Zemmour. On a des moyens pour la paix, des moyens pour la guerre, de pression. On a aussi des moyens de pression pour la paix. Alors justement, j'en viens un peu à ma question auprès d'Éric Zemmour. Finalement, on comprend très bien qu'il y a quand même un gros caillou dans la chaussure de Barack Obama. C'est Israël. Parce que aujourd'hui, est-ce que Barack Obama, au-delà du discours, veut ou peut-il changer la situation avec Israël et imposer un certain nombre de choses à Israël? Parce qu'il faut bien parler de ce qui est le cas. On a vu qu'il y avait eu des manifestations en Israël de colons qui insistaient sur le deuxième prénom Barack Hussein Obama. On a vu aussi les manifestants de la paix, faut dire. Alors, moyen de pression réelle pour passer du discours aux actes. J'ai écouté son discours hier. C'était un peu, amusant pour des oreilles françaises, parce qu'on avait l'impression d'entendre un discours chiracien. C'était exactement la thématique chiracienne pour conjurer la guerre des civilisations. Donc ça m'a rappelé des souvenirs. C'était intéressant. C'était exactement les mêmes thématiques. Donc manifestement, il n'y a pas 50 thématiques. Ah non, mais je dis simplement, au choc des civilisations de Clinton. Voilà. Manifestement, il rompt avec la ligne bushiste de conflit des civilisations et il reprend du coup un discours que tenait à l'époque Jacques Chirac. C'est exactement les mêmes mots, etc. Bon. Donc c'est pour ça que c'était bon. Deuxièmement, il allait très loin, puisqu'à un moment il nous a même, nous Français, tensé, sans prononcer notre nom, pour le voile islamique. Là, j'avais envie de lui dire, qu'il se mêle de ses affaires. Il a déjà beaucoup à faire aux États-Unis. Je ne vois pas au nom de quoi nous renoncerions à nos principes de laïcité, qui nous ont très bien protégés pour l'instant.
Donc, si vous voulez, c'est le zèle du converti un peu. Bon. Deuxièmement, pour Israël, moi, je pense que comment vous dire effectivement, je crois que, si vous voulez, c'est trop tard pour un État palestinien. C'est-à-dire que je pense pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que il n'y a plus l'espace. Les colonisations étaient absolument trop loin. Attendez, on va laisser finir justement. C'est peut-être C'est là. un gros boulot. Alors. Ah non, sinon on casse. Hein. Oui, mais bien Quand sûr, les Israéliens font la guerre, ils cassent, on peut très bien casser leur colonie. Hein. Certes. Bon. Alors j'attends. Ça se casse. Oui, mais Deuxième laissez finir son raisonnement. Non, mais j'attends. C'est un Très bien. accord politique. Deuxièmement, j'attends de voir comment sera scellé le sort de Jérusalem. Troisièmement, j'attends de voir l'affrontement entre le Hamas et les Palestiniens de l'OLP. Je pense que c'est la prochaine Le guerre Hamas a fait civile. une déclaration quand même intéressante, hein, en disant que c'était un premier pas. Premier pas. C'était pour le moins une déclaration mesurée, quoi. Mais bien sûr, Hein, mais bien sûr, relativement Et quand mesurée. on sait que le Hamas a été largement accéléré par Israël, vous voyez ce que je veux dire, tout est Ah, mais compliqué. bien sûr, il y a 30 Alors, on ans, va laisser Israël Éric a Zemmour finir, façonné parce le qu'après Hamas, tout, absolument. Mais maintenant, oui. comme d'habitude, c'est comme Ben Laden. Ben Laden aussi. Hein. Bon. Il a été façonné Alors, par les juste- Américains. Hein. Alors justement, une Euh, question. Alors on laisse finir avec Zemmour, puis j'ai une question à Dominique Volton. Donc Et puis, simplement Nadia pour Jenna, dire, la parole. que pour l'instant on est à un changement de discours. Pour la politique, vous savez, ce n'est pas la première fois. On a oublié parce que on a la mémoire courte et que Bush, on n'a Parce pas que les années Bush sont quand même exactement, sont quand même mais encore très prégnantes, peut-être. Bush père déjà avait des relations très tendues avec les Israéliens, très tendues, et ça s'est très mal passé. Donc ce n'est pas la première fois que les Israéliens vont subir ce genre de pression. Je pense que c'est notre vieille discussion avec Nadir, démocratiquement, ils ont choisi. C'est exactement comme les gens de Gaza. Ils ont choisi une position dure et d'affrontement. On verra. Moi, je ne pense que les Américains, je me trompe peut-être, ont moins de moyens de pression que certains en France ne le croient. Bon. Alors, Ce que je pense, Nadia Jenna, c'est que merci Dominique quand Volton. même Barack Obama a clairement mis fin au soutien inconditionnel des États-Unis à l'encontre d'Israël. Surtout à propos des colonisations. Exactement. La Et c'est colonisation, on l'a perçu, dit très clairement là. c'est perçu comme un vrai changement, notamment en Israël, où on est très inquiet en Israël. bien sûr, Quand vous lisez la presse Absolument, israélienne, absolument. quand vous entendez les dirigeants, ils sont très inquiets Absolument. de voir la position de Barack Obama évoluer concernant le conflit israélo-palestinien. Et paradoxalement, cela a été possible grâce à la constitution d'un gouvernement très à droite en Israël qui a commis l'erreur, je pense, de remettre en cause la théorie des deux États, un État israélien et un État palestinien. C'était quelque Les chose. Israéliens ont longuement défendu. C'était quelque chose qui est devenu Au presque départ, c'était consensuel. les Arabes qui l'avaient refusé. C'était quelque chose de Non. presque consensuel. Non, non, pas, 47, non, allez. pas les Palestiniens, pas les Palestiniens. Les Palestiniens, Arabes. on leur a rien demandé Ah, encore. évidemment, les Palestiniens, Non, mais ça il a bien n'existe dit les pas, Arabes, il ça parlait pas des n'existait Palestiniens. pas. Ce que je veux dire, Ouais. ce nouveau gouvernement a commis l'erreur de remettre en cause la théorie de deux États, un État palestinien à côté d'un Mais État. parce que ça ne à correspond côté- plus à la réalité. Non, c'est pas sûr ça. Que nous d'un État Vous pouvez pas parler israélien. au nom de l'histoire des attendez, Alors que on va laisser c'est quelque finir, chose, Nadia. qui est devenu consensuel, quelque chose de devenu consensuel aujourd'hui, qu'il y ait un État, qu'il y ait un État palestinien. Maintenant, reste à savoir jusqu'où Barack Obama effectivement peut aller pour mettre la pression sur Israël. Je l'ai dit ici, s'il y a bien une constance dans la politique américaine, c'est le soutien à Israël. Est-ce que Barack Obama veut vraiment changer tout cela Il Maintenant, a faut attendre de voir. réaffirmé que tout de même Il faut que attendre sa de voir. politique vis-à-vis de l'Israël serait toujours un soutien. Et puis ce n'est peut-être pas un hasard si, avant de venir sur les plages du débarquement, il a décidé de passer en Allemagne, auprès des camps de concentration. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il essaie de maintenir un certain équilibre. Alors, bon, pour continuer, parce qu'il nous reste peu de temps, Dominique Volton, moi j'ai une question précise à vous poser, le spécialiste de la communication politique. Deux personnes, Ben Laden et Al-Zawahiri, se sont exprimées pour dire, en gros, je résume par des enregistrements dont on ne sait pas d'ailleurs la réalité, que Barack Obama devait être condamné, qu'il avait la même politique que Bush. Pourquoi ils ont fait ça avant ? Quelle est la signification de cette prise de position de principe, sans même écouter le discours, sans même savoir ce qu'il allait dire ? Tout de suite, le numéro 1 et le numéro 2 d'Al-Qaïda prennent une position. C'est un sens au point de vue de la communication politique qui gère l'agenda politique, si j'ose dire. Comment vous interprétez ça vous Écoutez, tout ça, ce sont vraiment des arguties de commentaires. C'est-à-dire que
Pourquoi ils l'ont fait, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Voilà, on a la réponse. D'une part, d'autre part, si on fait des interprétations, le truc le plus simple, ça vient, c'est que de toute façon, ils ont intérêt à bloquer du point de vue de la communication et qu'ils peuvent mettre en place du côté de la politique. Mais c'est pas parce qu'ils font des déclarations comme ça que ça a un quelconque impact. Ah non, mais ça, je dis pas le contraire. Et moi, ce qui m'intéresse. J'essaie de comprendre. Mais moi, je sais pourquoi. pas. Enfin, c'est toujours la politique du refus. Ceux qui refusent tous sont toujours en train. Et si vous avez de la dénégation, par exemple, quand vous voyez les déclarations chinoises dans des régimes autoritaires ou les déclarations soviétiques dans le cas du communisme, vous avez constamment cette immense langue de bois qui consiste à dire la réalité politique n'existe pas, on ne peut rien changer. Et donc, par conséquent, s'il y a un événement qui risque de surgir, on fait tout pour. Mais d'une certaine manière, la réalité est quand même plus forte que ces langues de bois. Mais moi, ce que je veux dire lié à ça, d'ailleurs, c'est que comment dirais-je, c'est un immense progrès quand même que les relations internationales soient un peu plus visibles qu'il y a 60 ans. Parce qu'il y a plus de démocratie, parce qu'il y a plus de médias, parce qu'il y a plus d'observateurs. Mais les observateurs, c'est plus important, c'est toujours plus démocratique. Quand plus de personnes parlent, mais à la condition qu'on ne fabrique un immense marché paranoïaque d'interprétation dans tous les sens. Et moi, si vous voulez, ce qui me frappe, on enseigne. Donc ma question était stupide. Non, en gros. pas du tout. J'accepte. Hein. Non, c'est pas là-dessus que je voulais faire une intervention, pas du tout. Non, c'était sur l'ensemble des commentaires qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste tout le temps pour dire, attendez, la chose qui nous reste dans l'histoire du monde, c'est la capacité qu'a la politique à d'éviter la guerre ou de faire la paix. Là, on est sur un des principaux foyers de guerre depuis 50 ans. Je trouve que c'est extraordinaire ce qui s'est passé hier. On verra, mais ne démontons pas. C'est comme quand il avait été élu, les commentateurs, immédiatement, il n'avait même pas pris le pouvoir. Peut-être en train de dire, il va pas tenir le pouvoir, c'est un traître comme toujours. J'ai envie de dire, écoutez, c'est pas parce qu'il y a un espace démocratique où tout le monde peut raconter ce qu'il veut, les bons journalistes, les mauvais universitaires, peu importe, tout cet univers de la communication autour de la diplomatie, c'est très grave, c'est la paix et la guerre dans le monde, la diplomatie, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et donc, j'ai envie de dire, observons les choses avec modestie, arrêtons de faire des commentaires interprétatifs, on n'en sait rien. Si on veut vraiment la paix, on pourra la faire au Proche-Orient comme on l'a fait ailleurs. On l'a fait, vous vous rendez compte. Mais si on veut vraiment la paix, mais si on se demande si des gens comme Al-Zawahiri et Ben Laden la veulent vraiment. Mais attendez, dans l'histoire du monde, je finis juste, mon premier point, c'était éviter de faire des commentaires qui créent de la paranoïa plutôt que de l'explication. Et mon deuxième point, ça va dans votre sens, il y a par définition des gens qui n'en veulent pas, mais du coup, il y a un continent qui doit s'engouffrer dans ce qu'a fait le président Obama hier, c'est l'Europe. Parce que l'Europe a depuis toujours cette position. C'est toujours cette position de deux États. Elle l'a très courageusement défendue. Donc on peut penser défendue. que deux grosses entités économiques, politiques, culturelles et géographiques il faut pas marchent ensemble. Il ne faut pas dire mais les Européens sont en retard, les Européens avancent comme ils peuvent avec leurs contradictions à 27 et compagnie, mais par définition il y a un accord là. Donc on peut pour une fois être optimiste dans l'histoire du monde, puisque l'histoire du monde c'est tout le temps que des tragédies et des guerres. Là il peut y avoir, ce sera dur vis-à-vis des Israéliens, ce sera dur vis-à-vis des Palestiniens, mais après tout, d'autres fois dans la guerre, on a trouvé les moyens de faire la paix. Et là je trouve qu'il y a une conjonction. Les peuples voulaient, Dominique. Mais oui, mais là ils la veulent. Non, moi je ne crois pas. Attendez, là, moi c'est là que je n'en ai pas d'accord, mais ça fait plusieurs semaines qu'on discute de ça. Attendez, on va laisser la parole à Nadia Djenad. je ne connais pas idéaliser les mais c'est pas ça. Je n'idéalise rien. Je dis, du point de vue humain, avec la modeste expérience humaine, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un peuple qui a souffert, comme ont souffert les Palestiniens et pour une part les Israéliens, qui n'a pas envie, au bout de 50 ans, même s'il dit exactement le contraire, quel est le peuple qui ne veut pas la paix? Mais pas à Quel est n'importe l'être humain quel qui ne veut prix. pas la paix? n'importe quel prix. C'est le génie de la politique et de la diplomatie que d'arriver à rapprocher des positions. Moi j'admire la diplomatie tellement c'est difficile. Dominique Volton, on vous entend bien. Nadia Djenad, pour terminer sur ce thème, vous voulez dire un mot? Moi, je voudrais tout d'abord sur Ben Laden et Al-Zawahiri, il ne faut pas les mettre comme des porte-paroles, des porte-paroles de l'opinion. Vous parliez d'isoler l'Iran. Mais il y a peut-être aussi, dans le discours de Barack Obama, la volonté d'isoler un terrorisme international qui a parfois trouvé des arguments dans la politique de l'autre. Si effectivement, mais aujourd'hui, Ben Laden et Al-Qaïda est isolé. Moi, est isolé aujourd'hui. Déjà, de fait. Est isolé. De fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'impact du discours de Barack Obama sur l'opinion arabo-musulmane. C'est vrai qu'il y a. Ils sont isolés, mais cette opinion. Danser dans les rues le 11 septembre. Oui, mais ça. Quelques ils sont isolés politiquement, mais pas dans la symbolique. Quelques individus qui ont dansé, c'est pas. Attendez. Faut pas arrêter l'histoire. Arabes qui sont descendus dans les rues. Je vais donner la parole à Nadia, mais Éric Zemmour dit quelque chose qui m'interpelle quelque part. Il dit ils sont isolés politiquement, mais pas dans la symbolique. Or, le discours de Barack Obama est dans la symbolique, pour l'instant. Oui, absolument. Alors, on va laisser finir Nadir. C'est l'aspect qui l'emporte. On va laisser Nadir achever. Non, de toute façon, ce que je voulais dire sur le 11 septembre, c'était quelques individus qui ont dansé et ça a été repris en boucle dans les médias. C'est totalement faux. Ça a été condamné. Les attentats du 11 septembre ont été condamnés dans le monde, mais par les peuples aussi. Mais bien sûr, les peuples sont descendus dans en n'oubliant jamais que le terrorisme a généralement plus touché les musulmans
que les non-musulmans. Exactement. Allez voir Faut en pas Algérie l'oublier. Sur le plan des victimes, les victimes des Ça, c'est sûr. attentats, Sur le plan des victimes. ce qu'ils pensent Ça, c'est d'Al-Qaïda, de Ben Laden Voilà, ça, et El-Zawahiri. Fini, Nadir. Bon, on va en rester là. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que, en effet, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a une rupture, un changement de pied de la diplomatie américaine et que ça aura certainement des conséquences. Et on sera là pour les commenter, en discuter et réfléchir ensemble. Mais l'Europe est au pied du mur. Hein. Et l'Europe est au pied du mur, dit Dominique Volton. On verra ça un peu plus tard. Bon, vous avez remarqué, tiens d'ailleurs, vous pouvez être étonné, au moment où on est diffusé, vous n'entendrez pas parler du tout des élections européennes, c'est normal, nous n'en avons pas le droit puisque les élections se déroulent en ce moment. Voilà, ça me permet de faire ce petit rappel que j'avais oublié. On va parler d'un triste anniversaire, celui du le 20e anniversaire de la répression contre les étudiants à Pékin sur la place Tiananmen. Alors bon, vous avez tous entendu parler, vu, télévision, radio, journaux occidentaux en ont parlé. Par contre, les sites internet fermés, des dissidents qui débarrassent Pékin et qu'on met en sorte de confinement dans d'autres villes. J'ai un peu envie de poser la question à Éric Zemmour. Qu'est-ce qui fait si peur 20 ans après au gouvernement chinois? Je dis ça pourquoi? Parce que j'essaie d'imaginer, transposer. Imaginez qu'en 1988, le gouvernement français fait la même chose vis-à-vis des 68 arts, si j'ose dire. Qu'est-ce qui fait que 20 ans après, on a encore si peur de la part du gouvernement chinois? Ils n'ont pas peur, c'est un régime totalitaire. On a quand même oublié que c'était un régime communiste totalitaire, c'est tout. Donc, Capitalo-communiste. Ah, je vais y venir, si vous me permettez. Voilà, on va laisser. Mais je réponds et c'est ce que j'avais prévu de Alors dire. donc il faut ça parce qu'ils sont. Mais oui, c'est un régime qui est totalitaire. Et alors pourquoi font-ils ça? Mais parce que tout simplement ils veulent encadrer, contrôler, surveiller, punir. Donc voilà, c'est l'essence même du régime peur de la communiste. liberté, quelle qu'elle soit. Exactement. Premièrement. Bon. Deuxièmement, ils réussissent plutôt puisque l'ordre règne à Pékin, que c'est calme. Tous les papiers que j'ai lus de reportages sur Pékin, les gens disent c'est manifester à oublié. Pékin Les gens... aujourd'hui, Non, mais c'est pas ça. Mais même dans les à moins de s'appeler dans Zorro, les petites interviews. Non, mais je veux dire, ce qu'ils disent aux journalistes, les jeunes qui disent mais c'est fini, ils avaient tort. Enfin bon, c'est le lavage de cerveau est efficace. En tout cas. Au premier degré, c'est ce qu'ils disent, ce qu'on veut bien nous montrer. Troisièmement, et j'en viens à ce que disait Dominique, parce que c'est ce que j'avais prévu de dire. C'est très intéressant ce Tiananmen dans la concordance des dates. En 89, Tiananmen et la chute du mur. Pour les esprits occidentaux, européens, américains, c'est la chute du mur, c'est la victoire de la liberté et c'est la fin de la dualité entre le communisme. Exactement. Alors qu'en fait, il me semble, en tout cas c'est une interprétation que je vous soumets, qu'avec le recul, que le grand événement de 1989, c'est justement Tiananmen, c'est-à-dire l'invention d'un modèle capitalo-communiste qui est en fait l'atelier du monde de la mondialisation et qui est devenu une espèce de modèle, d'anti-modèle, mais de modèle quand même, c'est-à-dire qu'on prend le pire du communisme, c'est-à-dire la privation de liberté, et le pire du capitalisme, c'est-à-dire l'exploitation, comme au XIXe siècle, avec des enfants qui travaillent, etc. Et tout ça... Un constat plutôt dur de votre part. Oui, non, mais et tout ça au cœur de notre mondialisation, c'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis notre croissance des 20 dernières années. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas que la Chine comme facteur. Vous allez avoir la parole, Dominique Volton. Je vais vous donner la parole juste après. C'est le gros. C'est tout ce que je voulais dire. Non, il y a toujours, bien sûr. Etc. Oui, c'est vrai. Il y a un dossier, mais c'est quand même le gros. Voilà, c'est tout ce que je. Alors, Dominique Volton, suite à Anastasie. Deux, trois petites choses. La première, c'est que moi, je ne savais pas, je l'ai appris hier, j'avais une réunion au CNRS d'un numéro de ma revue que je prépare sur Internet et l'Asie. Et plusieurs spécialistes de la Chine qui étaient là m'ont dit, mais chaque année, on ne le sait pas nous ici, chaque année à l'occasion de l'anniversaire, on ferme tous les tuyaux, on ferme Internet et tout ça. Alors ils le font d'autant plus cette année que c'est le 20e de Tiananmen et le 60e de la création du régime. Parce que c'est 49 la naissance. Donc ils ferment d'autant plus, mais ils disent c'est une habitude chez eux. Donc c'est tout à fait un régime totalitaire, ça c'est vrai. Mais ce qui nous paraît exorbitant pour nous. C'est banal. Ils le font constamment. Alors ceci dit, plus le temps passe, plus naturellement il y a le discours officiel d'une jeunesse apparemment dépolitisée. En définitive, comme toujours, le feu couvre sous les cendres. C'est-à-dire que naturellement l'aspiration à la liberté augmente, et que le régime capitalo-communiste chinois est pris dans une contradiction infernale. Il ouvre du côté du capitalisme, il ferme du côté des démocraties. Mais ceci dit, ça nous oblige, nous les Occidentaux, qui sommes très naïfs,
à revisiter notre modèle, parce qu'on a vaguement cru pendant 30 ans que plus ils iraient vers une économie de marché, plus ils iraient simultanément vers une démocratie C'est politique. notre histoire de Voilà. Voilà, c'est l'histoire à nous sur Eh celle-ci. oui. Voilà. Vous anticipez ma prochaine question. Alors, sur Comment se celle-ci- fait-il qu'une grande puissance qui Alors, se développe sur économiquement Chinois, ne va pas vers la je voudrais démocratie? juste finir. Alors, attends, Oui, juste ça le n'aura pas raisonnement. échappé, Je finis juste le raisonnement. Ça ne m'aura pas échappé, oui. Et puis, ils sont un peu On nombreux. évite les clichés. Non, On va attendez. éviter les Ouais, clichés. et puis il y a quand même Ici. 800 millions de miséreux encore. Oui, Parce qu'il y a 100 millions qui... Excusez-moi, Dominique. Oui, si ça arrive à faire. Alors, Dominique Volton termine, C'est ça, ensuite j'ai perdu Anastasie. l'équipe, Oui, c'est vrai. Ensuite Anastasie. Une fois, on est un coupable. On va en faire un bouc émissaire. Absolument, on a le bouc On émissaire. va passer du coupable au bouc émissaire. J'ai perdu mon fil. Ah oui, si. Que du coup, il y avait une contradiction. Et nous, naïvement, on a pensé que plus il y aurait de capitalisme, plus il y aurait de démocratie. Ben non. Alors, ceci, ça se joue sur une période très courte, 20-30 ans. Le rôle de Deng Xiaoping là-dessus est un passage fondamental dont on n'a pas vu l'importance, parce qu'il a ouvert sur le capitalisme, mais on ne sait pas si finalement, vous savez qu'il a ordonné la répression au dernier moment. Donc, c'est une tragédie, Il a cette dû, affaire. hélas, beaucoup hésité Voilà. et il a tranché dans le mauvais sens. Oui, dans le mauvais sens. Mais le fait, alors ça veut dire que ça a C'est ce que ouvert. vous semblez dire, en tout Oui, cas. bien sûr, mais ça veut dire quand même que l'espace de liberté qui a été ouvert, il se nourrit tout seul. Donc ça veut dire que de toute façon, il y aura de la contestation, mais les différences culturelles évoquées sont énormes. Le monde politique démocratique qui surgira un jour en Chine n'a rien à voir avec notre modèle à nous. Les cultures, les traditions ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas non plus fixer les civilisations en disant que naturellement les civilisations chinoises sont toujours autoritaires. Mais alors, je voulais juste finir sur une chose, c'est que, on a toujours intérêt à conserver notre bataille démocratique, nous les Occidentaux, on a intérêt quand même à affiner nos modèles et arrêter de vouloir dire quand est-ce que vous allez rejoindre notre manière à nous de poser, de penser la démocratie, parce que c'est ce que je vous avais raconté Sauf ici. qu'on le dit pas beaucoup, mais enfin bon, ça si, c'est encore. non, On y reviendra. je parle On va pas y des revenir, gouvernements. Dominique. C'est- Abordons non, pas tous attendez, les problèmes en même temps. Non, je ne parle pas des gouvernements qui, eux, font une langue de bois inévitable dans la diplomatie, mais je parle des ONG qui jouent un rôle très important. Je trouve qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte du fait qu'un Chinois, c'est pas un Africain, c'est pas un Latino-Américain, et qu'on a intérêt à avoir un peu de diversité. Alors, attendez, mais ça vous embête pas qu'Anastasie te dise je prenne la parole? Elle la demande que tout à l'heure. Parce qu'elle est minoritaire. Voilà. Merci beaucoup. C'est Et agréable. alors, Anastasie, ne vous laissez pas impressionner par ces Ne vous machos. inquiétez pas. Oh, ça Tout vous va à tout va vous. bien. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai presque l'impression que cet anniversaire de Tiananmen est beaucoup plus en Occident qu'en Chine. Et qu'au fond, la jeunesse chinoise, quand vous parliez tout à l'heure, Eric, des jeunes gens qui disent c'est vieux, les Chinois qui ont 20 ans aujourd'hui, la génération nid d'oiseaux, considèrent Tiananmen comme étant un événement un peu has-been. Eux sont beaucoup plus préoccupés par la prospérité que par la liberté de parole. En Chine, il faut quand même savoir que 2,5 millions d'étudiants sont encore à la recherche d'un emploi, alors que 6 millions vont sortir des universités. Et il est bien vu là-bas, pour gravir les échelons de la société, d'être encarté au Parti communiste. Du coup, le Parti communiste connaît un grand bond en avant, si je puis dire. Si je peux dire. Alors, il voulait Nadir Djenad et ensuite Eric Zemmour. Vas-y. Princier aujourd'hui, Eric Zemmour. Non, parce que Vas-y, tout de suite. C'est mon travail, ça. Donc de après, distribuer la parole. moi, je voulais- Mais vous allez remonter un peu plus tard. Voilà, non, Dominique, voilà, non, Dominique, Il y a plusieurs choses. Nadir Djenad. J'écoutais un intellectuel chinois qui a participé aux événements de Tiananmen cette semaine dans la presse et il disait que quand on lui posait la question de ce qui restait 20 ans après, il disait bien sûr le souvenir d'une grande violence mais aussi d'un grand silence. C'est que cet événement a été occulté dans l'histoire officielle, c'est absent des livres et c'est ce qui a été dit ici. C'est vrai que le bureau politique du Parti communiste chinois a tout de suite voulait tourner la page et a regardé vers ce que disait Deng Xiaoping. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous disiez, regarder vers un avenir économique radieux, avec un développement économique que l'on sait. Et il faut dire que incontestablement, quand même, c'est vrai que le développement économique chinois, on le voit, le niveau de vie, le mode de vie des Chinois. Pour une partie, effectivement, il y a eu libéralisation. Il y a eu libéralisation de l'économie, mais cette libéralisation ne s'est pas accompagnée d'une libéralisation du champ politique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'attitude de l'Occident par rapport à la Chine. C'est vrai que l'Occident est encore dans l'illusion que le développement, et vous l'avez dit, que le développement économique chinois mène à la démocratie. Mécaniquement, voilà, une exactement. forme démocratique. D'autant que les dirigeants chinois le disent aussi. Ils disent que c'est une transition. Laissez-moi le temps, laissez-nous le temps. Et là, on voit la différence. On voit la différence de conception. Et c'est là qu'on voit la différence de conception sur les droits de l'homme. Pour les officiels chinois, la conception, le concept des droits de l'homme englobe en priorité le droit à être bien nourri, le droit, à un toit. Exactement. C'est un droit élémentaire. Mais moi, ce que je note, C'est juste. Et Chirac l'avait dit pour l'Afrique. pour la Tunisie.
dans ma journée chiracienne. En Tunisie. En Tunisie. Ce que je note également, c'est que l'Occident, d'une part, il y a deux attitudes. L'Occident admire la Chine, notamment le développement économique. Il y a une fascination. Voilà, sur le une fascination, sa développement capacité de croissance. Et d'un autre côté aussi, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude parce que fera la Chine quand elle sera une très grande puissance? Voilà, la première grande puissance mondiale. C'est la question. Napoléon disait quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'est une phrase qui est d'actualité aujourd'hui, parce que ce qu'on assiste aussi en Chine, c'est qu'il y a on voit qu'il y a un sentiment, ce ne sont pas les valeurs démocratiques dites occidentales qui se développent, mais plutôt le nationalisme en Chine qui se développe. Alors, Éric Zemmour, vous voulez encore rebondir? Alors, allez-y. Non, allez-y. Non, je voudrais simplement dire, parce que tout à l'heure, Moi, j'ai une question à poser après. mais je pense que je vais avancer votre question. Tout à l'heure, Dominique a dit. On voit la connivence. Non, la lecture. Allez. La lecture, simplement. Allez. Non, Dominique a dit tout à l'heure, on pense, nous les Occidentaux, que elle dit libéralisme économique, les libertés de l'économie de marché donne obligatoirement la démocratie. Moi, je pense que, historiquement, c'est faux. C'est-à-dire que je pense que l'Angleterre a commencé par la révolution politique avant de donner la révolution économique. Et du coup, ça nous... je trouve que la Chine, c'est justement... C'est ça que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais je l'ai mal fait. La Chine nous ramène à l'inverse. C'est-à-dire que c'est la Chine qui est en train de pervertir le modèle occidental. Je veux dire par là que la Chine a inventé un modèle qui est économie de marché, capitalisme sauvage et dictature, illusion démocratique. Et je trouve, évidemment, faut comparer ce qui est comparable, nous ne sommes pas dans une dictature communiste, mais je trouve que depuis 20 ans, l'illusion démocratique a beaucoup progressé en Occident, et le capitalisme monopolistique avec mondialisé. Georges Marchais, là, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire les grands groupes mondialisés, dirigés par la finance, avec une uniformisation. Une forme d'impérialisme, aurait dit Lénine. Exactement. La référence vous gêne pas? Pas du tout. Bon, non, mais moi, le marxisme est un outil que je trouve toujours très utile. Bon. Alors, donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que notre fascination de la Chine va jusqu'à importer une partie du modèle avec les inégalités énormes qu'il n'y avait plus en Occident et qu'il y a en Chine. Non, évidemment, il faut je dis pas, je tire un peu le raisonnement. Mais je suis pas sûr que ça soit très loué à l'exemple. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, Dominique Volton, et puis en plus, je crois qu'Anastasie voulait dire un mot. Sur la continuité du raisonnement. Là où les choses sont un peu optimistes, c'est que c'est sûr qu'il y a 30 ans, on a été assez mécaniste. Je suis assez d'accord que on oublie toujours, les Britanniques ont fait leur révolution un siècle avant nous. Ils ont raccourci un roi un siècle avant nous. Pour en nommer un autre après. Et ils ont fait la révolution des enclosures. Voilà. On pourra en reparler. C'est la suppression. Disons que la relation. Collectivisme dans la gestion d'affaires. C'est vrai que bon, c'est compliqué, on n'a pas le temps là, mais l'interaction entre le politique et l'économie sur 3-4 siècles d'histoire. Bon, mais ça, on a beaucoup dit. C'est tout ce que je veux. Mais de toute façon, maintenant. On va essayer de s'en tenir à la Chine. Revenons à la Chine. En 30 ans, on a quand même fait un peu de progrès parce qu'on a effectivement naïvement pensé ça. Mais maintenant, le monde occidental, avec l'éveil difficile du reste du monde à la démocratie, les conflits, nos propres contradictions, fait quand même que ce simplisme, on l'a quand même beaucoup moins. Et donc, par conséquent, je ne dis pas que c'est acquis, mais l'idée de dire qu'il y a une diversité culturelle dans le modèle démocratique et qu'on ne peut plus imposer le modèle occidental, c'est quand même une idée qui a énormément progressé en 15 ans, à la mesure des échecs d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième sur la Chine. Moi, le jour où j'ai compris, parce que j'avais pas le chiffre en tête et je l'ai vérifié hier avec les Chinois que j'avais chez moi, c'est que le Parti communiste, c'est 73 millions de personnes. Autrement dit, c'est l'infrastructure politique d'un pays de 1,4 milliard 400 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être honnête. Même s'ils décidaient un jour d'arriver à la démocratie, ils ont une trouille folle et on l'aurait à moins que ce soit un énorme anomie, un énorme désordre. Donc c'est vrai que, sont-ils de bonne ou de mauvaise foi en disant qu'après la réforme économique, il y aura la réforme politique, on en sait rien, mais de toute façon, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, parce que déjà que l'Inde, ça a été monstrueusement compliqué, mais c'est un acquis exceptionnel. Vous écoutez, vous auriez été contre la Révolution française en 1789? Non, pas du tout, mais pas du tout. Parce que ça crée du désordre. Mais Rousseau était contre la démocratie dans les grandes nations. Je dis simplement qu'à l'échelle de l'humanité, de même qu'à l'échelle de l'humanité, on n'a jamais fait ce que fait l'Europe. On peut quand même dire que c'est formidable avec 500 millions d'habitants et Dominique, pas de propagande. Non,
oui, aujourd'hui, on peut pas en Je l'ai parler. dit 20 fois. Non, on peut pas en parler aujourd'hui. Sinon, le CSA va nous taper sur les doigts. Vous coupez Dominique, ça serait dommage. Alors, je finis. Il a un humour aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais... Hein bon, allez, Dominique, De qui allez-y. parle-t-il? Allez-y, Dominique. Alors, de même que l'Europe, c'est une expérience politique incroyable parce que complètement originale. De même, le jour où l'installation de la démocratie en Chine sera une gigantesque chantier. Et c'est vrai que la chose qu'on peut dire à la décharge des autorités politiques chinoises, c'est qu'elles ont raison d'être prudentes parce que je ne sais pas comment on fait basculer d'un régime totalitaire à un régime démocratique quand on sait que l'infrastructure, c'est 73 millions d'habitants sur 1,6 milliard. Deuxième chose. Et troisième Ça chose. passera peut-être par le bas, si ça passe pas par le haut. Peut-être. Oui, mais peut-être. Mais en gros, Ce la que Chine. nous enseigne l'histoire, c'est que c'est plutôt par le bas. Oui, que ça mais passe. souvent ça passe par le haut aussi. Peut-être qu'ils auront une capacité Mais d'accélération. avec des qu'on massacres ignore. terribles, parce que Oui. la Révolution française, C'est terrible, il et y a pas eu que des ça. dégâts. Hein. Peut-être Oui, un peut-être- week-end de Pentecôte il y a 10 ans. peut-être qu'ils inverseront la mécanique et que la politique, l'installation de la démocratie passera peut-être par le haut. Et la troisième chose que je voulais dire sur la relation entre le rôle de la Chine dans la mondialisation économique depuis 20 ans, oui, c'est vrai que de 1989 à 2009, ça a été un des grands ateliers du monde. Mais, et c'est fou comment l'histoire va vite, la crise économique et financière rebrasse toutes les cartes, et cette grande puissance qui s'est enrichie énormément, plus la spéculation, sur cette dérégulation du marché, il est possible qu'elle soit demain une des grandes victimes. C'est la vraie Et que du coup, nous On risquons dit d'avoir... déjà qu'il y a Et un qu'il y a des recul. Et attendez, que du coup nous Il y a risquions, des conflits très que importants. nous risquions d'avoir une lutte des classes Mais bien sociale en Chine Bien sûr. qui bouleversera totalement tous Juin les schémas 48. qu'on a actuellement. Absolument. Voilà. Bon, on On va va avoir juin 48. Voilà, on a Alors, compris. moi, je voulais Anastasie juste va rebondir conclure parce qu'on est un peu en retard. Sur une hein. chose que disait Éric Zemmour, vous parliez de la Chine qui qui aurait perverti Le modèle chinois. le modèle chinois qui aurait qui aurait perverti les perverti le États-Unis modèle d'Occident. occidental. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce verbe. Je crois. Après, vous avez parlé d'inventer. Je pense plutôt que la Chine invente un modèle et inventera Alors, c'est fragile. qui pourrait Mais non, être. le modèle- ce modèle-là, le modèle pourrait d'aujourd'hui être est tragique, critiquable, dit- n'en reste pas moins laisse pas faire, fascinant Anastasie. pour l'Occident. Parce que juste. Mais, n'en Il est reste- moins Mais pire moi, il me que, fascine il est moins pas. pire que Sumo. Non, Il y a moi, les enfants de 12 ans qui travaillent. Quand je parle, mais il est On va laisser fascinant, il est Anastasie d'autant plus finir. fascinant pour l'Occident que l'Occident justement n'a pas de moyens de préhension. La Chine est un partenaire économique absolument incontournable pour les économies occidentales. Parce que c'est nous qui l'avons fait, Charles. Peu importe Peut-être. le résultat, les faits Peu sont importe là. le résultat, là, Pardon, parce que les faits sont là. Non, mais Excusez-moi. tout va très bien. Les faits sont là. Et donc, moi, ce que j'entends quand j'entends les hommes politiques français ou les journalistes français ou occidentaux commenter, parler des rapports avec la Chine, il y a toujours cette fascination parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus complètement condamner un partenaire économique. Donc, moi, j'entends plus de fascination que de... Ah oui, c'est vrai. Alors, Pas dans on va Que en rester là perversion. cette semaine. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à tous. Bon, il nous reste 15 minutes d'émission, donc on va essayer de traiter au moins l'un des deux derniers thèmes qui nous restent. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, il y avait une opposition très importante entre, d'un côté, Éric Besson, le ministre que l'on sait, de l'immigration, de l'identité nationale, etc., et puis la CIMAD, qui est une association qui intervient dans les camps de rétention. Et pour l'instant, la CIMAD semble être face à une certaine défaite, puisque, je rappelle les faits très rapidement. Jusqu'ici, la CIMAD avait un monopole dans l'intervention dans les camps de rétention, Intervention humanitaire. dans l'intervention humanitaire dans les camps de rétention, pour aider et informer les étrangers présents dans ces camps. A été pour ça subventionnée. La demande du ministre, par voie de décret, c'est de terminer avec ce monopole et de donner la place à plusieurs associations. Alors, bon, évidemment, comme ça, dit comme ça, pourquoi pas? Est-ce que quand même, Anastasie, on ne peut pas penser, c'est encore à vous que je donne la parole, qu'il y a des arrière-pensées gouvernementales dans ce décret qui dit qu'il n'y a plus de monopole de la CIMAD, parce qu'on sait que la CIMAD est quand même, en plus de son rôle, assez critique vis-à-vis des conséquences de la politique Justement, gouvernementale. en parlant de monopole, j'ai parlé à Laurent Giovannoni, qui dirige donc la CIMAD, et il m'a expliqué une chose très clairement, c'est que pour lui, cette histoire de monopole, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la CIMAD s'est retrouvée seule sur ce front-là parce que les autres associations ne voulaient pas y aller. Et que ce système, cette façon de répandre, de présenter les choses comme la CIMAD voulant avoir le monopole, est une intoxication venant du ministère. Ce n'est pas une réalité. Ensuite, en ce qui concerne ce décret, Laurent Giovannoni m'a dit que, au contraire, le décret va plutôt dans le sens de la CIMAD, dans la mesure où il dit que
l'État doit avoir les garanties que les associations qui vont être en contact avec les étrangers ont des compétences juridiques et sociales. Donc il reconnaît tout à fait la CIMAD dans ce dessin-là. Et le deuxième point, c'est que ce décret renvoie aussi à la négociation entre les associations et l'État, ce que la CIMAD ne refuse pas. Pour lui, allez voir les centres d'intégration. Non, mais attendez. D'après Anastasie, donc, premièrement, l'histoire du monopole, c'est très discutable. Et ensuite, la CIMAD semble, relativement sereine devant la nouvelle donne. Et bien plus, c'est attaqué au Conseil d'État, là. Mais parce que... Non, attendez. Ils ont attaqué au tribunal administratif la CIMAD sur l'histoire du décret monopole. Ensuite, c'est le Conseil d'État qui a tranché. Le Conseil d'État, c'est Éric Besson qui l'a saisi, pas la CIMAD. Attendez, parce que Dominique Volton, soyez un peu plus bref. Je voudrais terminer en disant que la CIMAD ne veut pas être isolée. Depuis 2004, elle travaille avec le Secours catholique. Elle a été chercher l'aide du Secours catholique pour justement ne pas se retrouver seule sur ce front-là. Ce qui n'est pas exactement l'attitude d'une association qui cherche à garder la position dominante. Voilà. Alors, Dominique Volton. Tout ça, c'est assez tragique parce que c'est une question de politique humanitaire qui est en cours. Donc, par conséquent, je crois que c'est la politique du gribouille de la part de M. Besson qui finalement se révèle peut-être plus encore hargneux et agressif que le fut M. Hortefeux, ce qui est quand même un record. Et donc, par conséquent, il y a un vrai problème. Ça a été bien dit, il n'y avait pas de monopole, c'est pas vrai. Il y a le Secours catholique, il y a d'autres associations. La CIMAD, c'est surtout récemment la plus puissante. Moi, personne, et la CIMAD, on m'en discute avec eux aussi, ils sont pas du tout opposés au contraire à ce que du pluralisme. Donc tout ça, c'est la politique du gribouille infernal. La vraie question derrière ça, c'est le fait que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait énormément d'associations qui soient présentes dans ces camps, parce que comme la situation est particulièrement sordide, eh bien, ils n'ont pas envie que ça se répande. Donc c'est une vraie bataille classique, mais si vous voulez, c'est assez sordide qu'un ministre fasse cela. Moi, je ne comprends même pas. Si vous voulez, ils sont dans une impasse sur la politique d'immigration, au moins qu'ils respectent les droits humains fondamentaux, dont la France n'arrête pas par ailleurs de se targuer. Moi, j'ai envie de dire à tous les journalistes, notamment mon voisin, allez voir passer quelques heures et quelques jours dans ces centres. C'est hallucinant. La France est en deçà de tout là-dessus. Donc, par conséquent, la CIMAD fait un boulot extraordinaire. Le Secours catholique, l'ensemble des associations caritatives, privées, laïques, tout ça travaille ensemble. Les droits de l'homme, il n'y a rien à dire, c'est le bon combat. Bon. Alors, attendez, le débat, qu'on mette bien les choses, le débat, il n'est pas sur l'immigration. Non, il est sur les associations qui parce que je connais les dérives que peuvent... Non, il est sur les aides qu'apporte la CIMAD et quelques-uns qui en ont les moyens, sur les immigrés qui sont... Alors, c'est pour ça que je demandais à Éric Zemmour, oui ou non, est-ce que vous partagez le point de vue de Dominique Volton quand il dit politique du gribouille du ministre? C'est pas innocent, cette action ministérielle vis-à-vis de la CIMAD. Innocent, c'est pas la même chose. Oui, alors, employez une autre expression, mais du coup, donnez-nous votre sentiment sur la question. Oui, je suis d'accord que c'est pas innocent. Bon, alors, donnez-nous votre sentiment sur ce manque d'innocence. Manifestement, monopole voulu ou involontaire. Laissez-moi finir ma phrase. Monopole voulu ou involontaire. Si, c'est un monopole de fait. Non, c'est pas vrai. Mais si, on peut quand même dire. tout seul. Le Secours catholique se retrouve à 90%. Maintenant. Depuis peu de temps. Moi, j'ai les chiffres. Attendez, je vais vous mettre d'accord. J'ai les chiffres, c'est depuis 2004. Et j'ai les subventions. De fait, je ne parle pas de la volonté, mais de fait, la CIMAD a longtemps été seule. Voilà, c'est ce que je dis. Monopole de fait, c'est tout ce que je dis. C'est la plus ancienne, si je peux me permettre, une petite parenthèse, je me suis prémuré d'aller regarder. La CIMAD est d'origine une association protestante allemande qui est intervenue à partir de 1939 pour soutenir les gens qui étaient dans les camps. Donc, si vous voulez, c'est important parce que peu de gens le savent. Alors, Éric Zemmour. On redonne la parole à Éric Zemmour parce qu'il nous reste peu de temps. Alors, moi, je vais très vite. Simplement, c'est une association subventionnée, largement subventionnée, qui vit donc de nos impôts. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dépendant des politiques gouvernementales. Je vous rappelle que le gouvernement est élu, je vous rappelle que le président a été élu démocratiquement sur une politique de l'immigration, que ici, cette politique déplaise, c'est un fait, mais en tout cas, c'est le peuple français qui a tranché. Vous dites que c'est légal. Il a tranché, en particulier là-dessus, je vais vous dire, Dominique. On va essayer de se comprendre. Je voudrais pas... Mais j'ai suivi la campagne présidentielle. On va laisser Éric Zemmour terminer son raisonnement et on va donner la parole à Nadia. Deuxièmement, c'est intéressant cette question parce que ça prouve que la question des immigrés clandestins est un marché. C'est-à-dire que c'est un marché avec il y a beaucoup d'argent en jeu.
Si, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'argent public en jeu. Bah oui, Ah oui, c'est beaucoup. quand on expulse, ça coûte cher parce que ces Oui, avions... absolument, vous avez raison, ça coûte cher. Et vous avez raison sans doute, Dominique, je ne connais pas les conditions de détention, mais elles ne doivent pas être brillantes. Mais je suis d'accord avec vous. Une nuit là-dedans, vous seriez Mais je bouleversé. suis tout à fait d'accord avec vous, bouleversé. Dominique. Mais je suis d'accord avec vous, humainement, je ne peux être que d'accord avec Il n'y en vous. a pas qu'un. Hein, il y en a Je plusieurs. suis d'accord avec vous. Je pense donc, parce qu'il y a un problème, parce que les structures sont submergées par les arrivées d'immigrés clandestins. Plus qu'il y a 20 ans. Si, beaucoup plus, Dominique. Et j'en avais discuté avec le conseiller spécialisé de l'Élysée. Il y a des chiffres très intéressants. Il y a beaucoup de rumeurs et de fantasmes là-dessus. Non, il y a des chiffres, Dominique, des L'invasion. chiffres. Je pense donc qu'il faut peut-être arriver à la méthode italienne, Berlusconi, qui les renvoie directement, c'est-à-dire qui passe des accords avec les gouvernements comme le gouvernement C'est libyen. ce que Hortefeux avait essayé de faire. avec Exactement. le gouvernement africain. C'est plus sophistiqué ce que signe Hortefeux et ce que dit. Non, c'est des accords de coopération bilatéraux. Voilà. Et où il y a quand même. Oui. C'est autre chose que des Non, choses. Dominique a raison. C'est pas une Hortefeux, c'est que les... c'est un échange. Non, mais Dominique a raison. Et il y a quand même des services. Alors, on va laisser. Il y a de la formation. Attendez, Il y a de la Berlusconi, il ne les Dominique, laisse il pas, reste peu de temps il ne les pour laisse pas là. accoster. Ouais. Il ne les laisse pas Éric accoster Berlusconi. Donc il les renvoie sans les. Donc je pense que ça a été beaucoup critiqué. Peut-être que c'est une solution finalement, au final, plus humaine et plus. Ils arrivent épuisés, Non, mais- ils les renvoient épuisés, c'est voilà. scandaleux. Dominique, il faut savoir, on a eu cette édition 1000 fois, Bien sûr. Oui, si c'est un pour ça pays que- a le droit de choisir. C'est pour ça que si vous voulez. C'est pas Non, n'importe attendez, quelle Dominique, condition. on va donner la parole à Nadir Vous êtes un Djenad. enfant de l'immigration, S'il vous comme les plaît. 3 quarts des Français. Il nous reste D'accord, 7 mais alors, minutes d'émission. et alors Éric Donc, faut Zemmour. être un peu Et modeste. alors, il y a 6 Vous milliards savez d'hommes. qu'on vous écoute plus là. C'est une Il nous reste discussion 7 minutes d'émission. Nadir et Anastasie veulent la parole. Et c'est pour ça que j'ai fait ma précision tout à l'heure. Non, non, mais On bien va pas sûr, relancer bien sûr. l'énième Non, on est d'accord, discussion on est sur d'accord. l'immigration, Non, c'est la même mais sur le rôle de la problème. CIMAD, sur... On est d'accord. bien sûr, c'est lié, on s'en Bien doute. sûr. Mais quand même sur ce fait Non, mais précis. voilà, j'ai dit ce Alors, que j'avais. parce qu'il y a... Le- Allez, Nadir Djenad. Il faut quand même rappeler que l'origine du bras de fer, effectivement, étant donné que la CIMAD est la seule position de association force, quoi, habilitée, de toute peut-être pas façon. forcément en position de force, mais la seule habilitée pour des raisons historiques. historiquement, suffisamment puissante. mais aussi à se rendre dans les centres de rétention, à apporter une aide juridique et une aide humanitaire aux étrangers. Donc tous les ans, la CIMAD rend un rapport. Voilà. Et dans ces rapports depuis de longues années, la CIMAD constate d'une part une dégradation des conditions de vie des étrangers en centre de rétention, des locaux très étroits, manque d'hygiène, insalubre. Et finalement, De ce plus- rapport apparaît presque comme une critique gouvernementale, c'est mais ça. attendez, bien sûr. bien sûr. Et de plus, la politique du chiffre voulue par le gouvernement fait que maintenant les gens s'entassent dans les centres et ce qui provoque des manifestations, des affrontements entre étrangers eux-mêmes et étrangers et forces de l'ordre, d'une chose. Et deuxièmement, la CIMAD a constaté également qu'il y avait des atteintes aussi dans ces centres, des atteintes aux droits des étrangers, des tabassages, des contrôles un peu durs. musclés, oui. Donc la CIMAD a fait ce constat et il est tout à fait normal qu'elle fasse ce constat puisque elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle, parce puisqu'elle qu'elle est toute l'année, tous les Elle jours. témoigne, comme on dit. Elle témoigne. voilà. Et sauf que ce visiblement- témoignage est à charge du oui. fait. Et visiblement, et c'est ce qui gêne le gouvernement. D'ailleurs, Éric Besson l'a dit. Il a dit que la CIMAD fait un très bon travail, mais elle devrait nuancer ses critiques dans la Voilà. politique d'immigration. Je pense que tout est dit dans cette phrase. Donc la CIMAD gêne et cet appel d'offres. D'accord, mais cet appel d'offres, le problème. Le problème, mais Dominique Volton, le problème, c'est que vous savez, cet ici, on appel est aussi avec l'argent public, Ah et oui, vous arrivez d'avoir une certaine dépendance Bien quand sûr, même. mais je le crois. problème, Alors, on va le laisser problème de finir, cet appel d'offres, c'est Oui, que l'argent il va public, être c'est de l'indépendance, faut le dire. Oui, L'argent attendez, public, Nadir. c'est souvent Ce que l'indépendance. critique, Pour ce que Luc Sadour, critique, comme disait Madame ce Laetitia, que critique la CIMAD, la s'il vous maman plaît. de l'admiration que portait Laissez parler Nadir. Nadir. Je vais laisser parler Nadir, oui. Ce que critique la CIMAD, ce n'est pas bien sûr de perdre entre guillemets ce monopole, c'est le fait que les autres associations n'ont pas beaucoup d'expérience. Bon, il y a le Secours catholique qui a une expérience, mais il y en a d'autres, par exemple un collectif Respect qui n'a pas du tout d'expérience. Donc la mission même à l'origine de la CIMAD va être dénaturée. Donc c'était une assistance juridique, elle va se transformer en simple assistance Et comme dit la humanitaire. CIMAD, elle préférait ce voudrais rôle-là, il revenir sur- Dominique, est-ce que vous auriez la gentillesse de laisser Anastasie Je voudrais s'exprimer? revenir sur le fait que la CIMAD est subventionnée, est une association subventionnée. Et Laurent Giovannoni me disait qu'il insistait, lui, particulièrement sur le rôle de la CIMAD comme étant une ONG qui donc doit et peut se positionner comme une sentinelle citoyenne, exprimer une certaine vigilance quand l'État commet comme ça des dérives et trahit ses valeurs. Elle est tout à fait dans son rôle. Et elle ne fait pas que ça. En 2003 ou 2004, je ne me souviens plus, quand Nicolas Sarkozy, la CIMAD a approuvé pas l'abrogation, mais l'allègement de la double peine
La CIMAD a dit oui, la CIMAD a suivi. bien sûr. Ben oui, mais voilà, la preuve qu'elle n'est pas c'est systématiquement... Ce ne sont pas des dangers gauchistes, il faut quand C'est même préciser. l'éternelle Voilà. discussion entre C'est tout la sur les dangers démocratie, gauchistes. qu'est-ce que Il faut aller les voir. Il faut aller les voir, les gens de la c'est la CIMAD. volonté du peuple. Ce je sont des répète. gens qui font un boulot, mais exceptionnel. Quand on parle de Exceptionnel. politique du chiffre, ça me fait toujours rire. Pardonne-moi Nadir, mais... Ah oui, c'est une politique du chiffre. Oui, non, mais- Oui, non, mais bien sûr, mais parce qu'il faut voir d'où On le fixe à l'avance. Attends, ça c'est On votre vient thème de de la l'invasion. Non, attendez, Il y a des j'ai dit chiffres. on essaie d'être Comment raisonnable est-ce que sur vous le pouvez débat. m'expliquer? Attendez, la contradiction de Zemmour est toujours la même. Il y a une il nous troupe reste de 2 l'invasion. minutes Oui, d'émission, je vais donc on va répondre. pas relancer Il a un maintenant. fantasme effrayant de l'invasion. J'ai aucun Mais c'est pas ça. fantasme. Après ça, stop. Après ça, vous dites des chiffres. On peut pas simultanément dire que c'est de l'immigration clandestine et parler de chiffres. Ce ne sont que des évaluations. Mais oui. Et les évaluations Mais sont oui, totalement mais contradictoires. absolument, des Et elles sont évaluations. totalement Mais contradictoires. ce sont quand même des chiffres, les Et vous évaluations. imaginez bien que le Toujours est-il ministère... qu'on est bien obligé de reconnaître qu'il y a un chiffre fixé à l'avance d'expulsion. Ah oui, ça, Bien ça, sûr. Donc, quand on parle de Bien politique sûr. de chiffres, Bien sûr. personne ne peut dire le Mais contraire. parce que ça ne représente quasiment rien. Écoutez, la Quoi que France, ce soit que ça représente, la France n'est pas menacée. La Quoi France que ce n'est pas soit que ça menacée représente, d'immigration, hein. c'est un point de vue. Croyez-moi. Bon. Donc la question de fond, Alors, c'est on laisse comme finir dit- Dominique Volton. Je voulais simplement dire que la CIMAD, je l'ai mal dit tout à l'heure, elle réclamerait elle-même que son rôle diminuât dans ces domaines-là. Parce que si vous voulez, si on avait une politique de contrôle, personne n'a jamais contesté. Et si vous voulez, mais il y dans a les un faits, tel on la emballement. conteste toujours. Il y a un tel emballement, mais parce que par définition, elle est tellement mal faite. Si vous voulez, la question principale, c'est que, je le répète, depuis le début de l'humanité, il y a de l'immigration légale et illégale. L'humanité fonctionne comme ça, et c'est comme ça que c'est enrichi. Et l'Europe s'est enrichie économiquement et humainement de toutes ces immigrations. Et vous Elle se- rajoutez, Dominique. oui, parce que c'est on un dit enjeu pas des politique. choses comme ça. Je vais vous dire franchement, je vous demande de on retirer avait dit ça. qu'on lançait pas sur cette Je vous discussion. demande de retirer ça. Alors, excusez-moi, Non, non, mais on vous retirez prononce pas des votre mots Non, comme ça. non, Prêchi-prêcha. non, c'est pas Non, prêchi-prêcha, je alors, vous interdis. on va- Je vous interdis de dire ça. Bah, alors, excusez-moi. Alors, Respectez-moi des hommes Nadir, qui sont pas. je respecte, mais Respectez des hommes qui sont au moins aussi intelligents que vous. Mais je suis Au d'accord. moins. Mais je C'est gentil, respecte c'est un Dominique. compliment pour les deux. Et Dominique Non, je Volton a dis quand au même moins une aussi force intelligent. extraordinaire. Il se reconnaît l'intelligence et la même à Éric Zemmour. Non, Et nous pas moi. alors, Mais non, devrions-nous j'ai dire. parlé des immigrés, j'ai pas parlé de lui et de moi. Jean-Marc, Jamais. Plaisante, on ne plaisante. lançait pas cette On conversation. lance pas bien cette qu'il ait discussion aussi à une une minute de la conversation fin. des immigrés. Voilà. S'il vous plaît. Jean-Marc a dit qu'on ne lançait Non, pas pas à cette une minute de la fin de Voilà. l'émission. Donc c'est tout, Je c'est voulais ça, qu'on ça que je évoque voulais dire. le rôle de la CIMAD et je voulais qu'on évoque la position gouvernementale. Je crois que ça a été fait. Je crois que chacun a dit ce qu'il en pensait. Pour ce qui est du reste du débat sur l'immigration, on connaît déjà les positions de l'un et de l'autre. On l'a déjà vu. Voilà. Je crois